Bonjour Alexia. Bonjour Cédric. Alors, on refait aujourd'hui une série de questions-réponses. Oui, ouais. En fait, ce sont toujours les questions qu'on a tirées du sondage qu'on a mis en place à travers le site, où il y a maintenant plus de 300 managers qui ont répondu. Je pense qu'on doit être à 350, pas loin. Et donc, en dernière question, pour vous remercier d'avoir participé, on vous demande de poser une question à laquelle on répond sur les podcasts. C'est le principe. Mais avant de démarrer, je voulais te demander comment s'était passée ton intervention au CJD, au Centre des jeunes dirigeants. Ah, écoute, c'était extra. Ouais. C'était au domaine de Chalès, pas loin d'Orléans. Il y avait, je crois, 300 ou 400 jeunes dirigeants, donc ils s'appellent les JD, qui étaient Super. réunis là-bas dans un lieu sublime. Ok. C'est vraiment, ils sont extra, plein de dynamisme, plein d'énergie, d'envie de faire, d'envie de progresser, beaucoup d'humilité. Enfin, j'ai passé un excellent moment en leur compagnie. Et les retours sont excellents. Apparemment, ils ont apprécié mon intervention. Donc, ça me fait très, très plaisir. Génial. Bon, ouais. Super. Super. Et toi, au fait, parce que toi aussi, tu as une activité bientôt là. Oui, en fait, je vais intervenir à nouveau dans un groupe auprès duquel on est déjà intervenu et on va former plus de 80 managers. Donc voilà, je suis assez impatient de démarrer. En fait, on a démarré par le top management et puis là, on est plus sur le management intermédiaire et puis le management d'usine. Donc il y aura 3 sessions et donc au total, on en aura fait 4 et on aura formé 85 managers, je crois. Et en parallèle, je travaille sur les formations. Ça prend pas mal de temps, mais je voulais vraiment faire quelque chose qui soit à la hauteur des enjeux. Et donc, si ça vous intéresse de vous former à distance et en e-learning à travers nos méthodes, vous pouvez vous inscrire en utilisant en fait la liste d'attente qui est sur le site en sélectionnant les formations. En fait, on va en priorité la proposer aux personnes qui ont déjà assisté à des conférences ou à des formations, mais j'aimerais bien aussi pouvoir intégrer des auditeurs directement de cette manière-là. Voilà, donc on peut y aller maintenant. Voilà, c'était pour les petites nouvelles d'outils du manager. Ok, alors, première question. Vos outils sont très pragmatiques et très justes. Comment avez-vous acquis cette bonne connaissance de la personne humaine? Ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire d'effectuer un travail sur soi pour arriver à utiliser ces outils sans manipuler les personnes? J'entends par travail sur soi, remise en question, maîtrise de soi et développement des vertus cardinales, force, tempérance, justice et prudence. Dans ce travail de fond, inné ou acquis, qui doit être fait en parallèle, les outils peuvent-ils servir correctement auprès de tous les managers? Super Alors, question. oui, c'est une longue question. Peut-être la première chose dont je voudrais parler dans ma réponse, c'est de la différence entre la manipulation et l'influence. Parce que c'est vrai que dans les outils qu'on vous propose, c'est des outils qui sont assez puissants, puisque ce sont des outils d'influence, puisque votre rôle de manager, c'est bien d'influencer vos collaborateurs d'une manière ou d'une autre. Il y a différentes manières de le faire. Mais voilà, un outil, c'est quelque chose de neutre. Et on peut l'utiliser pour faire des belles choses, ou on peut l'utiliser pour faire des choses, je dirais, moins éthiques. Je prends souvent l'exemple d'un marteau. Avec un marteau, vous pouvez construire une table ou vous pouvez assommer quelqu'un. C'est pas de la faute du marteau, c'est l'intention qui fera que vous l'utiliserez de telle ou telle manière. Donc effectivement, je pense que nos outils sont puissants et que donc, il faut qu'ils soient exploités avec une bonne intention. Et moi, je préconise comme forme d'influence la confiance. Et je dirais que la différence entre la manipulation et l'influence, c'est que lorsque vous manipulez quelqu'un, vous ne lui dites pas les objectifs que vous poursuivez, c'est-à-dire que vous l'emmenez quelque part mais sans lui dire. Et non seulement c'est pas éthique, mais en plus c'est inefficace puisque dans l'entreprise, on est quand même dans une relation de long terme et vous pourrez manipuler une personne une fois, mais vous aurez du mal à la manipuler de manière constante. Ça fonctionnera de moins en moins bien. Donc voilà, je dirais pour la question éthique. Après, l'auditeur pose la question du travail sur soi et de la remise en question, le développement des vertus cardinales, etc. C'est moins notre domaine, clairement. Mais peut-être que toi, tu as quelque chose à dire sur ce sujet-là.
Alors, je pense que c'est toujours intéressant, en effet, de toute façon, de développer une meilleure connaissance de soi. Ouais. Ça évite des projections. Si on est trop commandé par ces drivers sans être conscient qu'ils sont là, on risque en effet parfois de projeter sur les personnes qu'on manage des choses qui ne leur appartiennent pas. Mhm. Maintenant, je trouve que justement, les outils qu'on propose permettent même sans travail sur soi d'atténuer ce type d'effet parce que le simple fait de communiquer très régulièrement, ça court-circuite justement des projections qu'on pourrait faire. Oui. Donc moi je dis que en effet, si on sent qu'on est trop parasité par des scénarios personnels, bah, un travail sur soi c'est toujours intéressant, Mhm. mais l'application des outils, ça permet aussi par la pratique Mhm. d'expérimenter des nouvelles façons de faire et de sortir des sentiers battus de nos comportements habituels. Je ne sais pas Tout toi à si fait. tu peux développer d'ailleurs Si, l'aspect outils. si, tout à fait. Alors, si on parle d'un des outils qu'on utilise en particulier en communication, c'est le disque. Et ce qui est intéressant dans le disque, c'est que la première démarche, c'est une prise de conscience de notre mode de comportement. C'est-à-dire la manière dont on agit, ou plutôt, parce qu'on fait ça aussi, la manière dont on est perçu. Mm. Et donc déjà, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire bah, j'ai telle tendance, et une fois qu'on a identifié notre modèle disque, et je rappelle qu'il n'y a pas de mauvais modèle, on peut être conscient des tendances qu'on peut avoir et qui peuvent être effectivement négatives ou contre-productives. Donc déjà, c'est une première prise de conscience qui est intéressante. Moi, je dis souvent, il ne faut pas tomber du côté où on penche, c'est-à-dire que chaque modèle a des caractéristiques et si on les pousse à l'extrême, ça devient des excès et ils sont dangereux effectivement pour les autres. L'autre chose aussi, c'est qu'effectivement, c'est un modèle qui s'adresse au comportemental. C'est-à-dire que on va être obligé de développer une capacité d'écoute. Pour pouvoir analyser le mode de comportement de l'autre et s'y adapter, bah, il faut écouter l'autre. Si on l'écoute, bah, comme tu dis, on projette déjà on projette notre propre personnalité en ayant comme croyance que tout le monde a la même manière d'être, ce qui est faux. Et puis, l'autre chose, effectivement, c'est de se faire des projections sur les personnes. Mais comme on a des communications fréquentes, c'est ce qu'on préconise, hein, le 1 à 1, c'est toutes les semaines, et le feedback, c'est plus souvent possible, bah, comme tu dis, on court-circuite les choses. C'est-à-dire qu'on est, au fur et à mesure, confronté à la réalité, à ce qui se passe vraiment. Donc voilà. Après, il y avait aussi une question, hein, comment avez-vous acquis cette bonne connaissance de la personne humaine? Alors, ça c'est très général, mais ce que je peux dire, c'est que c'est à travers la pratique en fait qu'on développe une capacité à communiquer différemment avec les gens. C'est pas forcément une connaissance profonde de la personne humaine parce que c'est pas l'objet de l'entreprise. Je dirais que on est plutôt sur une influence du comportement des autres, puisque c'est notre rôle de manager. On se cantonne à ça. On ne fait pas de la psychologie, on n'essaie pas de résoudre les problèmes profonds des personnes, etc. Notre objectif dans l'entreprise, c'est de faire en sorte que le travail soit fait et que ce soit fait d'une manière éthique, parce que c'est ce qui permet d'abord la meilleure performance et ensuite la meilleure fidélisation des collaborateurs, puisqu'ils se sentent bien dans l'équipe. Et puis la dernière chose que je voudrais te dire sur ce sujet-là, c'est que souvent les méchants managers, entre guillemets, en réalité ce sont des managers perdus, stressés et qui n'ont pas les bons outils pour résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Donc c'est ça aussi qu'on vous propose. Mm. D'ailleurs, nous, on est vraiment convaincus que l'application de ces outils-là, ça épargne beaucoup de souffrance au travail, aussi Oui, bien du côté des managers que du côté des managers aussi. Parce que absolument. c'est pas facile et il y a beaucoup de managers qui sont un peu perdus et Mhm. l'application des outils, ça les aide beaucoup. Tout à fait. Mhm. Prochaine question. Ouais. Quels sont les outils à développer pour aller plus loin, notamment en matière de com, pilotage d'activité, reporting, BI, pilotage des projets, je sais pas Mhm. si méthode agile et management. Beaucoup de Alors, questions. voilà, c'est une grande question, mais je dirais qu'il y a un point commun, et c'est celui qui nous occupe, c'est que nous, on traite de la partie management des hommes. On n'est pas un podcast sur la communication en général. Mais la manière de manager les hommes, c'est par la communication. Et après, si on descend dans les outils d'organisation ou de pilotage ou les méthodes de travail, on est parfaitement compatible avec ça. Je dirais que
on améliore encore le fonctionnement de ces outils-là. On a un podcast sur le pilotage des projets et un guide qui correspond, donc ça s'appelle la gestion de projet par outil du manager, où on vous décrit en détail notre méthode qui est basée sur la communication et beaucoup plus que sur les outils. Et je dis toujours, si vous avez une bonne communication, s'il y a une bonne confiance dans votre équipe, si vous avez les bons outils de communication, vous pouvez avoir un outil de gestion de projet pourri, ça marchera quand même. Alors que l'inverse est faux. Si vous avez une communication pourrie, pas de confiance, vous pouvez mettre en place les meilleurs outils, les meilleures méthodes, ça ne fonctionnera pas. Et ce que j'ai fait récemment avec toi quand on est allé chez Business et Décision, c'est qu'on a même fait une partie sur la gestion de projet en utilisant le modèle DISC, c'est-à-dire comment vous devez aménager et gérer votre projet en fonction des profils DISC des personnes. Ça peut aller jusque-là. Et à propos de la méthode agile, puisque c'est ça qui est évoqué aussi par la personne qui nous pose la question, je vous invite à écouter l'interview de Olivier Tellu, qui est quelqu'un qui utilise le Scrum et les méthodes agiles, et qui utilise aussi outils du manager d'une manière parfaitement complémentaire. Et je dirais que ce qu'il dit m'a pas étonné du tout, puisque j'avais aussi expérimenté ça dans d'autres contextes, dans d'autres entreprises, qui sont extrêmement innovantes au niveau de leur organisation du travail, mais qui utilisent nos méthodes d'outils du manager qui sont applicables aussi dans ce contexte-là. Ok. Prochaine question. Le 1 à 1 de l'aide pour nourrir les entretiens. Alors, donc ça, je pense que c'est quelqu'un... alors, je ne sais pas où cette personne en est dans sa pratique des 1 à 1. C'est souvent une question qu'on nous pose avant de pratiquer les 1 à 1. Parce qu'une fois qu'on a démarré, c'est assez rare qu'on ait un problème que le problème ce soit de remplir les 1 à 1. Donc quand on me pose cette question-là, la première chose que je dis, danger, n'oubliez pas que le 1 à 1, il est fait pour écouter votre collaborateur. Donc c'est pas à vous de remplir les espaces libres, c'est plutôt à lui. Maintenant, il y a des gens qui peuvent être parfois un petit peu étonnés du format, peut-être impressionnés, ou qui savent pas quoi dire. Et donc dans ce cas-là, ce que je vais vous conseiller, c'est des questions de relance. Surtout dans la première partie, vous allez d'abord avoir une question d'introduction qui peut être, moi la mienne c'est je vous écoute, c'est toujours la même. Pourquoi c'est toujours la même? Parce que ça m'intéresse de voir à chaque fois comment l'autre va me répondre. Si je pose une question différente à chaque fois, sa réponse sera, je dirais, influencée par ma question. Or, si je pose toujours la même question, je verrai peut-être des petites modifications dans sa manière de répondre et ça me renseignera sur comment va la personne. Bref, donc ça peut être aussi comment ça va. Et ensuite, c'est des questions de relance toutes bêtes, très courtes, mais qui mettent la personne sur des sujets. Comment se passe ta semaine? Tes relations dans l'entreprise, est-ce que ça va? T'en es où dans tes projets? Comment s'est passé ton week-end? Voilà, ce sont des questions très générales et le but, c'est que la personne parle. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'un 1 à 1, ça peut faire un quart d'heure. Si vous n'avez pas grand-chose à vous dire, ça ne sert à rien de rester l'un en face de l'autre, à essayer de trouver des sujets. Quelquefois, il n'y a pas de sujet. C'est rare, mais ça arrive. Un quart d'heure, c'est bien un quart d'heure. Et après, si vous voulez remplir votre partie à vous parce que vous estimez que vous avez des choses à faire ou à dire, c'est le lieu du feedback. C'est-à-dire que vous pouvez faire un feedback positif ou négatif sur la personne. Vous pouvez, si vraiment vos 1 à 1 sont complètement mornes, etc., c'est peut-être le moment aussi de réfléchir à la délégation. Bref, normalement, effectivement, un 1 à 1, ça doit toujours sembler trop court. C'est pour ça que souvent le problème, c'est plutôt de le limiter à une demi-heure. Et donc, ouais. Et c'est vrai que c'est bien de rappeler que c'est l'occasion dans notre partie de faire du feedback, de la délégation, du coaching, parce que j'avais eu justement cette question-là d'un adhérent du CJD qui me disait il était surpris en suivant la formation parce qu'il n'avait pas perçu que c'était le moment de faire ça. Il commençait à mettre en application, donc il n'avait pas encore écouté beaucoup de podcasts, et il était ravi de se dire ah oui ok, donc ce temps-là il va me servir aussi à ça. Ça peut. Bien sûr, c'est après avoir fait pendant plusieurs semaines, construire la relation, etc., qui est quand même la priorité. Mais c'est sympa après, en effet, d'introduire ces choses-là. Tout à fait. Alors, pour répondre vraiment jusqu'au bout par rapport à cette question de la personne du CJD, ça peut être le lieu du feedback, par exemple. Mais
vous devez faire des feedbacks en dehors du 1 à 1. En fait, le meilleur moment pour faire un feedback, c'est le plus proche possible de l'événement qui génère le feedback, mais il faut en même temps que vous soyez calme et disponible, et la personne aussi pour entendre le feedback. Maintenant, le 1 à 1, c'est la voiture balai. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous allez voir la personne. Donc, si vous n'avez pas eu le temps ou pas pu, ou etc., faire de feedback alors que c'était nécessaire, c'est le moment de le faire aussi au cours du 1 à 1. Et le 1 à 1, c'est le parfait relais pour mettre en place une délégation. À la fois pour l'initier, mais ensuite pour la suivre. C'est vraiment le rendez-vous qui vous permet de faire votre management, de compartimenter votre rôle de manager. Voilà pour le 1 à 1. Ok. Prochaine question. Quels sont les indicateurs d'un manque d'effectifs? Donc ça, c'est certainement une personne qui a saisi, je suppose, un symptôme. Et ce symptôme, c'est probablement qu'elle ressent un manque de temps, chez elle ou chez ses équipes, chez ses collaborateurs, qu'il y a des heures en dépassement, probablement un épuisement des équipes, ou pire, un burn-out. En général, on se rend compte qu'il y a un manque d'effectifs, ou on croit se rendre compte qu'il y a un manque d'effectifs, à travers ces symptômes-là. Mais ce n'est pas forcément un sous-effectif. Pour que ce soit un sous-effectif, il faut à la fois avoir ces symptômes, et à la fois constater que les tâches essentielles ne sont plus assurées par l'équipe. Alors, comment on se rend compte de ça? Ou plutôt, qu'est-ce que c'est qu'une tâche essentielle? Une tâche essentielle, c'est une tâche à valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est qu'une tâche à valeur ajoutée? C'est une tâche pour laquelle le client est prêt à payer. Concrètement, c'est ça. Une entreprise, si elle pouvait, je dirais l'entreprise parfaite, ce serait celle où les personnes présentes ne travaillent que sur des tâches que les clients sont prêts à payer. Ça veut dire structure minimum mais nécessaire pour rendre le service demandé par les clients. Et évidemment, c'est un truc qui arrive jamais. Pourquoi? Parce que, d'abord, la perfection, ça n'existe pas, mais en plus, parce qu'il faut se coordonner dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a besoin de managers, etc., etc. Et puis, il y a une autre raison, c'est qu'en fait, l'entreprise, elle a tendance à accumuler le travail à faire et à jamais détruire le travail qu'il ne faut plus faire. Donc, avant de conclure qu'on est en sous-effectif, il faut regarder si on n'est pas en train de faire des tâches qui n'ont plus assez d'importance pour continuer à être faites. C'est tout le principe de la délégation, hein, quand on le décline, quand on intervient, on vous explique que quand vous avez un nouveau travail à faire, la première chose à faire, c'est de regarder dans ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous pouvez arrêter, et ensuite de regarder dans ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous pouvez déléguer. La personne à qui vous allez le déléguer va faire la même opération. Et c'est comme ça que finalement, dans l'entreprise, on arrête de faire les tâches à faible valeur ajoutée. C'est très facile à dire d'une manière théorique, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, et c'est pour ça qu'on a des méthodes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez l'impression qu'il y a un sous-effectif, la première chose à faire, c'est regarder ce que font les gens. Et ce que font les gens, c'est dans leur agenda. Donc regardez quel est leur agenda, ce qu'ils font, et ça s'applique à vous aussi. C'est-à-dire, oui, c'est ce que j'allais dire, en commençant par soi-même. Parce que voilà, quand il y a un problème... On réalise parfois qu'on passe du temps à faire des choses parfaitement inutiles. Bah oui, il y a un truc... Moi, quand pour la première fois, je rencontre un cadre qui me dit qu'il est débordé, je lui demande, ouais, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre job? Il me sort sa fiche de fonction. Et je dis, non, pas votre fiche de fonction, votre agenda. Parce que votre fiche de fonction, c'est ce que vous êtes censé faire, votre agenda, c'est ce que vous faites vraiment. Et souvent, il y a un gros écart. Donc voilà, maintenant, parfois, il faut recruter, hein, on est bien d'accord. Mais auparavant, c'est vraiment le travail qu'il faut faire d'abord. En entreprise... Il y a aussi l'idée d'organiser des plages de travail concentrées aussi, qui permet tout à fait. Bon, là, beaucoup, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voulez gagner du temps, il y a éliminer les tâches, et puis il y a faire les tâches d'une manière plus efficace, et donc d'en faire plus dans un temps plus réduit, mais ça a une limite. Mais effectivement, une des bonnes manières, c'est effectivement compartimenter le moment où on travaille, etc. C'est ce qu'on explique quand on met en place l'agenda du manager. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans l'entreprise, il y a toujours plus de travail que de capacité. Et souvent, c'est pour ça qu'on se dit « mais j'ai pas assez de personnes » ou « je m'en sors pas, je suis débordé ». Et il y a deux profils qui ont un peu plus de mal à réaliser ça. C'est les S, les stables, parce qu'ils éprouvent une culpabilité à pas faire
tout ce qu'il faut faire, et les C, parce que c'est des gens très méthodiques, et donc ils prennent les tâches et ils les font toutes. Alors que quelqu'un qui est D ou I, il a plus de facilité à dire « Non, non, mais moi je vais faire que ce qui compte, le reste je le fais pas ». D'accord. Pour différentes raisons qui ont trait à leur profil, mais là on ne va pas rentrer dans le détail. Donc voilà, Ok. les deux symptômes. Le symptôme d'un sous-effectif, c'est 1, les gens sont débordés, et le deuxième, c'est 2, on n'arrive plus à faire les tâches à valeur ajoutée, et les tâches à valeur ajoutée, c'est celles qui sont payées par le client. Ok. Voilà. Prochaine question. Quel est le manager plus performant? Celui qui atteint à accomplir toutes ses tâches, même Ouais. si elles sont faites à l'arrache, ou Ok. celui qui atteint moins de tâches, mais par contre, elles sont de meilleure qualité? Donc, ma réponse, c'est ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, ces deux profils dans une équipe sont complémentaires. Oui, C'est-à-dire on sent bien les profils, c'est marrant. Oui, voilà, c'est ça. Bon, clairement, le mec qui arrive à accomplir toutes les tâches à l'arrache, c'est pas le même profil que celui qui choisit ses tâches et qui les mène jusqu'au bout. Mais en réalité, les deux sont complémentaires dans une équipe, et surtout, c'est pas là que la question se pose. En fait, le meilleur manager des deux, je vais vous dire qui c'est celui qui fait les tâches essentielles de la meilleure manière possible. C'est exactement la même réponse qu'à la question précédente. C'est-à-dire que le bon manager, c'est celui qui fait les tâches à valeur ajoutée et qui ne fait pas les tâches à faible valeur ajoutée. Et donc, ça se situe en amont, pas dans la manière de faire la tâche, mais dans la priorité qu'on donne et aux tâches qu'on choisit de faire. Et ensuite, ça va dépendre du profil d'une personne. Par exemple, un I influent, il va faire à moitié beaucoup de tâches, alors qu'un C consciencieux, il va faire à fond trop de tâches. Ce sont leurs excès. Donc, attention à votre tendance, il faut que vous vous connaissiez. Et, je répète, il ne faut pas tomber du côté où on penche. Donc, il y a un avantage à être un I, c'est qu'on est plus sélectif sur les tâches, mais il y a un danger, c'est d'en prendre trop et de ne pas les mener jusqu'au bout. Il y a un avantage à être un C, c'est vraiment de faire les choses très très bien, etc. Mais le problème, c'est la lenteur et puis la sélection. Ils ont du mal à choisir quelle tâche il faut faire. Et un D dominant va être plus clairvoyant de ce côté-là, et il va plus facilement identifier les priorités. Mais donc voilà, pour moi, il n'y a pas de meilleur manager entre celui qui arrive à faire toutes ses tâches, même à l'arrache, et celui qui en fait moins, mais de meilleure qualité. La réponse, moi je dirais, c'est celui qui fait les tâches les plus importantes et de la meilleure manière possible. Ok. On prend une dernière question peut-être avant de se quitter et on poursuivra la semaine prochaine? Ouais, Ça te va? ouais, très bien. Alors, j'ai les réponses, mais je n'arrive pas à mettre en place ces idées car j'ai l'impression de me noyer dans mon quotidien. Je n'arrive pas à dégager du temps. Alors, ça, c'est normal. C'est hyper répandu. C'est le souci majeur des managers. Et c'est exactement le thème qu'on va mettre en place pour notre première formation, pour la numéro 1. Et d'ailleurs, c'est la manière dont on démarre la mise en place de son management. C'est se dégager du temps pour faire du management aussi pour d'autres choses. Et donc, ça va commencer par une modification de votre agenda et un compartimentage de vos fonctions. Parce que la manière d'agir sur un manager, c'est d'agir sur son agenda. Le cœur de la machine, le cœur du manager, c'est son agenda. Donc, si vous avez l'impression de ne pas vous dégager du temps, c'est parce que vous ne vous dégagez pas du temps. Ce n'est pas juste une impression, c'est une réalité. Et quand vous aurez réussi à mettre en place ce qu'il faut pour démarrer ça, tout le reste va se dérouler. Et vous réussirez à mettre en place les idées. D'ailleurs, ce n'est pas des idées qu'on met en place, hein, c'est des outils, c'est des actions. En entreprise, les idées, ça ne sert à rien tant qu'on ne les a pas mises en place. C'est d'ailleurs la source de votre malaise. Et donc, il faut commencer à mettre les choses en place pour mettre en œuvre vos idées. Et donc, ça peut être plein d'outils, comme la routine du lundi, mais surtout la modification de votre agenda. Mais ça, c'est vraiment un sujet majeur, et on ne peut pas y répondre comme ça en quelques minutes. C'est vraiment, là, c'est clair, il faut suivre une méthode, et c'est ce qu'on met en place dans la première formation, en fait. Ok, super. Voilà pour aujourd'hui. Bah écoute, je te remercie Cédric, et on se retrouve donc pour la suite du questionnaire. Ok, ça marche. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.